Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 à la télévision via vos box et vous nous suivez en parallèle également en replay tous les jours sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, après un premier trimestre chahuté, en tout cas une fin de premier trimestre chahuté, nous aborderons le deuxième trimestre dans une ambiance de marché prudente, il faut le dire. Nous sommes à la veille de la grande annonce, des grandes annonces sur la stratégie tarifaire de Donald Trump et de son administration. Les indices rebondissent un petit peu, encore une fois, après des baisses marquées au cours des dernières séances, notamment sur le marché américain, qui a d'ailleurs un peu de mal à se stabiliser encore aujourd'hui. Le deuxième trimestre qui sera marqué donc par l'application de nouveaux tarifs douaniers. Quelles en seront les conséquences? C'est encore un grand point d'interrogation aujourd'hui pour les investisseurs. Ça ne nous empêchera pas d'en discuter avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. L'autre enjeu du moment, évidemment, c'est la partie macroéconomique. En attendant de voir les conséquences économiques réelles des tarifs de Donald Trump, la question de l'inflation et de la macroéconomie en zone euro reste une question importante, avec une inflation qui reste très contenue, il faut le dire. Sur la marque de mars, nous avons eu la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois dernier, 2,2% au global, 2,4% pour l'inflation sous-jacente qui continue de se détendre pour le deuxième mois consécutif, ce qui ouvre la porte pour une nouvelle baisse de taux de la part de la Banque Centrale Européenne à l'occasion de son meeting du 17 avril prochain. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous évoquerons la classe d'actifs des obligations convertibles. Quel est l'intérêt des convertibles dans l'environnement et l'incertitude actuelle? Ces obligations convertibles qui font le pont entre les marchés obligataires et les marchés actions. Nous en parlerons avec le spécialiste de Lombard-Odier IM, Arnaud Gernat, qui sera avec nous en plateau pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est donc la première séance du deuxième trimestre aujourd'hui. Oui, à cette occasion, les indices européens tentent de rebondir avant le jour de libération demain. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 regagnent 1% au cours de la séance. En France, le CAC 40 repasse au-delà des 7800 points et gagne presque 1% également en séance. Le DAX en Allemagne évolue dans le vert et rebondit de plus de 1%. Aux États-Unis, les indices ouvrent en léger repli après avoir réussi à se stabiliser hier en fin de séance. Mais le mot d'ordre avant le 2 avril reste la prudence. Oui, effectivement, avant même les annonces des tarifs de Trump, c'est l'incertitude qui génère effectivement cette prudence chez les investisseurs. Oui, on ne sait toujours pas exactement ce que le président Trump va décider demain sur les droits de douane réciproques. Donald Trump assume par ailleurs une hausse de l'inflation américaine pour rétablir le commerce mondial d'une manière qu'il juge plus équitable. Côté européen, Ursula von der Leyen assure que l'Union européenne a les moyens de répliquer, y compris en frappant les exportations américaines de services largement excédentaires dans l'UE. Côté macroéconomie, nous sommes en pleine semaine de l'emploi américain et l'enquête JOLTS a été publiée pour le mois de février. Oui, l'enquête JOLTS de février qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Elle montre que le nombre de postes à pourvoir diminue légèrement avec 7,5 millions d'ouvertures. C'est légèrement inférieur aux attentes. Le chiffre du mois précédent a été révisé en légère hausse. Et puis, je le disais en introduction, on a pris connaissance de la première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de mars. Sur un an, l'inflation progresse de 2,2% pour la zone euro. C'est parfaitement conforme aux attentes et légèrement inférieur à février. Sur un mois, il s'établit à plus 0,6%. En données cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation progresse de 2,4% sur un an en mars. C'est moins qu'attendu et que le mois précédent. Sur un mois et toujours en version cœur, elle s'établit à plus 1%. Toujours en zone euro, le taux de chômage de février ressort légèrement inférieur aux attentes et au mois précédent à 6,1% de la population active. Et puis toute une série d'enquêtes d'activités, de conjonctures sont publiées en ce moment, à commencer par les PMI manufacturiers pour l'ensemble de la zone euro.
Le PMI manufacturier ressort à 48,6 en mars, légèrement inférieur aux attentes, mais plus élevé qu'en février. Côté américain, on a également pris connaissance de l'ISM manufacturier qui repasse en zone de contraction à 49. C'est sous les attentes et sous le mois précédent. À noter la composante prix qui avait bondi le mois dernier ressort encore nettement supérieur aux attentes à 69,4. Qu'en est-il des marchés obligataires dans ce contexte et avec les chiffres publiés aujourd'hui, Pauline ? La détente des taux longs se poursuit aujourd'hui. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans s'établit à moins de 4,15%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se détend également à 2,65% environ. Le rendement français, de même échéance, suit la même tendance autour de 3,35%. Sur le marché des changes, peu de variations aujourd'hui. Le dollar est globalement stable face aux grandes devises avec un euro-dollar autour de 1,0790. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs ? Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain du mois de mars. Et demain, évidemment, ce sera le jour de l'annonce du plan tarifaire de Donald Trump. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Enguerrand Artaz nous accompagne, stratégiste macro à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à François Cholet d'être à nos côtés également, le président de Montségur Finance. Bonsoir François. Bonsoir messieurs. Et merci à Vincent Chéniaud de nous accompagner, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Une des questions qu'on peut se poser à la veille de ce jour de libération, tel qu'il a été défini par Donald Trump, Vincent, c'est de savoir, est-ce que ce jour de la libération marquera le franchissement d'un pic d'incertitude pour les investisseurs, pour les agents économiques. On a beaucoup expliqué ces derniers temps que l'incertitude en tant que telle générait des dommages sur la confiance, sur l'économie également. La question étant, est-ce qu'on va y gagner en visibilité demain ou est-ce que également une autre façon de voir les choses, de se dire qu'on pourrait avoir les tarifs sans beaucoup plus de visibilité sur le cadre des tarifs qui pourrait rester également très mouvant encore, même une fois annoncé demain. Oui. Non, je ne pense pas que ce soit la fin de l'incertitude. Un pic d'incertitude peut-être, parce qu'effectivement c'est une date qui est crainte et très attendue. Mais on sait que les annonces de demain ouvriront la voie à des négociations. Et donc, la question n'est pas seulement celle de la sévérité des droits de douane, du niveau de droits de douane, et de quel secteur et pays ils toucheront, mais aussi leur durabilité. Et en l'occurrence, est-ce que les négociations conduiront à ce que rapidement ces droits de douane soient diminués ou pas ? Donc, on passe effectivement une date très importante, mais ce ne sera pas la fin de l'histoire, loin s'en faut. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie conviction au sein de cette administration pour rééquilibrer les échanges internationaux via les droits de douane. Cela implique des risques pour l'économie, des risques d'inflation, des risques de récession. La grande question, c'est jusqu'à quel moment le président Trump exige que les dégâts sont trop importants ou les risques politiques sont trop importants. Trump nous dit être concentré sur le moyen terme, le long terme. Il veut véritablement changer l'ordre mondial au niveau des échanges et de la défense. Le problème, c'est que le temps politique est beaucoup plus court. Ouais. Et en l'occurrence, très rapidement, vont se profiler les élections de mi-mandat à l'automne 2026 et un choc stagflationniste avec notamment un ralentissement sensible de l'économie qu'on voit poindre déjà à l'horizon, pourrait très fortement pénaliser les Républicains. Et d'ici là, donc, engendrer un changement de cap de l'administration Trump. Ouais. Toute la question, c'est de savoir effectivement jusqu'où cette administration peut tenir ses convictions face à des marchés ou une économie même qui deviendrait vacillante. Exactement. Ouais. Et Trump nous dit être concentré sur Main Street, donc sur les ménages, plutôt que Wall Street, plutôt que les marchés. En réalité, les deux sont quand même se rejoignent assez vite quand même. Intimement liés. Ouais. En l'occurrence, si on regarde les enquêtes auprès des consommateurs, aussi bien l'enquête du Michigan que l'enquête du Conference Board, elle envoie des signaux quand même assez alarmants, notamment
au regard de la confiance sur le marché de l'emploi, également des perspectives de revenus qui se dégradent très fortement. Y compris pour des électeurs républicains. On sait que c'est l'intérêt de ces enquêtes, c'est qu'elles sont alors très polarisées, mais qu'on a le détail effectivement du sentiment par appartenance politique, si je puis dire. Elles sont très polarisées et c'est clair que le pessimisme est beaucoup plus grand auprès des électeurs démocrates, mais il n'empêche qu'en moyenne, dans l'ensemble, le sentiment se dégrade. Dans un environnement où déjà la croissance au premier trimestre va être très molle, probablement marginalement positive, donc un ralentissement brutal qui probablement peut avoir avec Trump lui-même, mais il n'empêche que la dégradation de la confiance du consommateur, mais également des entreprises, si on regarde l'indice de confiance des CEO en particulier, qui s'est effondré, et ça c'est très clairement lié à cette question de droits de douane, on peut quand même s'inquiéter, et je pense que assez rapidement, les Républicains devront faire face à un choc de réalité qui est celui des élections de 2026. Comment on fait des hypothèses là ? D'ailleurs, quand on suit le discours, les paroles des gens qui comptent dans l'administration américaine, qu'on a identifiés comme étant les gens qui pouvaient compter, influer, emporter des décisions auprès de Donald Trump, à quoi est-ce qu'on s'attend demain ? Objectivement, par rapport aux personnes qui ont pu s'exprimer, ou on va dire au bruit de couloir qu'on a pu avoir, on a à peu près tous les scénarios sur la table aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui prend rien qui se détache. Le lead. On sait quelles sont les questions. C'est est-ce qu'on s'alignera vraiment sur les taux pratiqués par chaque pays, ou est-ce que ce sera un taux un peu plancher pour différentes catégories de pays ? Je précise juste, le commissaire européen au commerce, Šefčovič, était donc la semaine dernière, il a fait une tournée US, je crois qu'il était en Chine également. Il est revenu des États-Unis en assumant l'hypothèse qu'il y aurait 20% de tarifs supplémentaires sur les produits européens importés. C'est ce qu'il a ramené de Washington. Alors, ce qui pour le coup, n'irait pas spécialement dans le sens de tarifs réciproques, parce que c'est pas du tout le taux qui est pratiqué par l'Europe sur les importations américaines. C'est quoi, nous, de l'ordre de 2,5, c'est ça, en moyenne ? Ça n'avait pas ça, autour de 3. C'est pas très éloigné. En fait, d'ailleurs, c'est ça le gros sujet, c'est qu'en fait, si les États-Unis s'alignent juste sur ce qui est pratiqué par les autres pays, c'est un peu embêtant pour certains émergents, plutôt des taux autour de 10. Pour les pays développés, en réalité, en moyenne, ça change quasiment rien. Donc, est-ce qu'on sera sur ça, auquel cas c'est un peu bénin, ou est-ce qu'on sera justement sur des paliers un peu supérieurs ? Est-ce qu'on prendra en compte la TVA ou pas ? Ça, c'est quand même ça la grosse question, parce qu'en fait, c'est ça qui pourrait expliquer les 20% en fait aux États-Unis, c'est qu'on prenne en compte intégralement la TVA. Ils sont vent debout contre la TVA. Donc, mais qui n'est pas un problème concurrentiel, parce que ça touche également les produits européens. Et puis après, ça sera évidemment, comme c'était rappelé avant, la durabilité, est-ce qu'il y aura des marges de négociation ou pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les scénarios sont sur la table. Ce qui est sûr, en revanche, et là je pense qu'on est tous d'accord sur ça, c'est que une chose qui se dégage, c'est qu'il y a une vraie volonté d'imposer ces tarifs, éventuellement de négocier après, mais de négocier avec des tarifs qui sont en place, et parce qu'il y a une conviction dans au moins une partie de l'administration Trump que c'est la voie un peu sacrée pour ramener de l'argent dans les caisses du Trésor américain, et que c'est ça qui permettra de financer des baisses de taxes sur les entreprises, poursuite de baisses de taxes sur les ménages, etc. Donc, ce qui me semble, en tout cas certain, même si le détail, on verra ce qui sera annoncé, c'est qu'il y aura quelque chose de mis en place, et qu'à mon avis, ce sera relativement qu'il en restera durable, quelque chose. Mais comme finalement, il en reste quelque chose du Mexique et du Canada. Il y a eu des choses qui ont été postponées, qui ont été plus ou moins négociées, mais il y a quand même 50% à peu près du volume d'importation du Mexique et grosso modo 2/3 pour le Canada, où les droits de douane ils sont en place. C'est ça. Donc, même en intégrant les produits exemptés qui font partie de l'accord de libre-échange nord-américain. Les 20% sur la Chine, ils sont encore là. Donc c'est un peu ça d'ailleurs qui est nouveau à Trump, c'est que là, c'est pas juste on met en place, on négocie, puis on enlève. C'est on met en place, on postpone, mais il y a une partie qui reste. Et je pense que ce sera exactement la même chose avec ce qui sera annoncé demain. Et ça peut marcher. Enfin, je veux dire, on peut trouver un équilibre pour financer ne serait-ce que la prolongation des baisses d'impôts. J'entends qui sera l'autre grand sujet, sans doute avant les élections de mi-mandat. Ce sera peut-être le sweetener, l'adoucisseur que Trump veut réussir à mettre en place avant les élections de mi-mandat. Ça peut coïncider, correspondre, ou on est loin en termes d'ordre de grandeur ? Théoriquement, à volume constant, prenant en compte un peu d'inflation et tout, on peut se dire que théoriquement,
ça peut presque un peu matcher. Presque, parce qu'en réalité, ça ne matcherait pas complètement. Mais ça peut presque un peu matcher. Sauf que ces tarifs sont en place, ça ne sera pas à volume constant. C'est évidemment pas possible. Donc, ça affectera la demande. On en parlera probablement sur le consommateur, ce que ça peut signifier pour la demande. Mais il y aura de la perte en ligne au fur et à mesure. Il y aura de toute façon de la perte en volume. En plus, il y aura des choses qui seront compensées peut-être par des effets de viso. Donc, en réalité, non, ça ne peut pas être la source de financement de baisse de taxes massive. Le problème, c'est que ça semble être une croyance très ancrée dans une partie de l'administration américaine. Ils ont la conviction, effectivement, mais comme ils ont la conviction que les tarifs sont payés par les entreprises qui exportent vers les États-Unis. Alors, elles peuvent prendre sur leur marge. Ce sera une des questions aussi de voir comment les entreprises réagissent face à ces barrières tarifaires. De ces entreprises sont les entreprises américaines. Oui. François, la question des tarifs, effectivement, on aura peut-être des éclaircissements demain. Le marché s'est préparé un peu, beaucoup, un choc important, minime Alors, il y a beaucoup de signaux pour dire que le marché s'est préparé. Il suffit de regarder ce qui s'est passé au cours du mois dernier. C'est vrai que sur les tarifs, je vois ma vision a totalement changé en l'espace d'un mois et demi. Au moment de l'élection, on se dit on va utiliser les tarifs pour avoir des négociations géopolitiques, pour avoir de l'influence, pour essayer d'obtenir des deals à la manière de Donald Trump. Et après, quand on se penche sur l'accord de gouvernement auprès des Républicains, on a un package avec de la croissance économique qui, sur 10 ans, devrait amener à peu près 2600 milliards. On a des économies, celles qui sont mises entre les mains de notre Elon Musk, trillion s'il en est, à hauteur à peu près de 2000 milliards. Ça fait un d'économie de c'est l'objectif, c'est l'objectif, oui. Et en face de ça, vous avez des promesses de baisse d'impôts qui sont difficilement tenables et donc qui rendent obligatoire, en fait, pour Trump, l'idée de collecter à peu près 200 milliards par an de tarifs. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré dans sa pleine Mais vous n'êtes pas le seul mesure, François. Parce que tout simplement, on était habitué à la version 1 de Trump à l'époque d'un Twitter, et on a une deuxième version qui a changé quand même de braquet sur ces sujets-là. Et je partage l'idée qu'on atteint, je pense, en cette veille du Liberation Day, le pic des incertitudes. Et je pense, en tout cas j'espère qu'on aura un petit soulagement, tout simplement parce que j'ose espérer que ces tarifs ne soient pas déraisonnables en termes de niveau vis-à-vis des partenaires, notamment européens. Ouais. Un point qui a été relevé, je le cite, par un de vos confrères, Gilles Mouek, chef économiste d'AXA, qui s'exprimait notamment après le papier de Stephen Myron, la doctrine Myron, etc. Avant même de parler du fond, il constate le changement d'état d'esprit des personnes qui entourent Trump par rapport à la version 1. On avait Steve Mnuchin, Gary Cohn qui étaient des banquiers bon teint, Goldman Sachs. On est là pour faire des deals, on est là pour faire du M&A. Là, c'est des gérants de hedge fund. Scott Bessent, Stephen Myron, ils sont passés par la gestion de hedge fund avec des succès dans leur carrière. Un gérant de hedge fund, vous le savez aussi bien que moi, alors il prend beaucoup de risques, il peut sauter évidemment facilement à la fin de la journée, mais c'est aussi quelqu'un qui est convaincu qu'il peut gagner de l'argent contre le marché. C'est Soros, la Banque d'Angleterre, etc. Et que avec des convictions fortes, on peut aussi gagner beaucoup si on est capable de tenir des positions dans un marché qui ne serait pas forcément dans votre sens. Alors, il y a une condition qui me Donc ça marche un temps, mais ces gens-là ont gagné beaucoup d'argent en tenant des positions contrariantes et en ayant des convictions contrariantes face au marché et face à l'ensemble des investisseurs. On est assez habitué à prendre quelques positions contrariantes. Oui, j'entends. Ce que je veux dire qui est intéressant, c'est que c'est un état d'esprit différent. On a un retour quand même de la part des pays qui font l'objet de ces tarifs d'une violence que je n'imaginais même pas. On a entendu le Premier ministre canadien s'exprimer. C'est un changement de paradigme là aussi dans la façon de répondre. Ah bah c'est un vrai coup de canif dans la relation. On a changé de braquet. Ce n'est plus une discussion commerciale. Et on a vraiment changé de braquet dans les relations. Ouais. Et donc est-ce que c'est une élastique qui peut continuer à se tendre ? Je pense. Avec des phénomènes de boycott aussi, des Canadiens, moins de vols du Canada vers les États-Unis. Dans les supermarchés américains, on met bien en avant que c'est du Made in America et qu'il y a du Made in Canada. Enfin, je veux dire, c'est aussi en Europe, vous voyez aujourd'hui, par exemple, des alternatives à Microsoft Office et qui ont un succès qu'ils n'ont jamais connu jusque-là. Et c'est des téléchargements qui se multiplient par milliers et par milliers, alors que c'était des choses qui étaient plutôt confidentielles jusque-là.
jusqu'alors. Ça veut dire que ces réactions-là, elles arrivent peu ou prou dans tous les pays qui sont aujourd'hui sous le feu des critiques de l'administration Trump. Clairement, je pense, en tout cas j'espère, donc pour terminer là-dessus, que demain on verra en fait le chiffre et que ce chiffre sera plutôt de nature à nous soulager par rapport à ces craintes qui sont un peu irrationnelles. Le marché ne déteste rien moins que l'incertitude. Là, on est en plein dedans. Ouais, effectivement. Est-ce qu'on dépasse un pic d'incertitude quand même de ce point de vue-là ? Donald Trump, il y a une semaine, je crois, avait eu cette déclaration sur l'idée d'une forme d'indulgence. Vous verrez, les tarifs réciproques seront mais pour plus indulgents que ce que vous les imaginez. Les impacts boursiers, lorsqu'on les regarde, ils sont quand même d'une ampleur absolument historique. Sur des segments... j'ai quelques idées comme ça qui viennent en tête sur les valeurs françaises, mais on parlait des vins et spiritueux. Si vous regardez le parcours boursier de Pernod Ricard depuis un an, on a un titre qui a été plus que divisé par deux sous les anticipations de ces menaces essentiellement. Ouais. Vincent, il y a aussi la grande interrogation, la grande incertitude sur la manière dont les partenaires ou ennemis commerciaux vont réagir. Ursula von der Leyen dit aujourd'hui l'Europe négociera dans une position de force face aux Américains. Mario Draghi, il y a quelques jours, posait ouvertement la question. Il faut vraiment se demander est-ce qu'on retaliate, est-ce qu'on répond ou pas ? C'est une vraie question, c'est un vrai sujet, et quelle est la meilleure manière de répondre ? Je crois que c'est compliqué, j'imagine, Vincent. Mais... Je crois que l'Europe reprend le modèle, le template de 2018. Ouais. Bon, là, c'est plus grave, plus sérieux. Mais effectivement, il y a pas mal de débats, de discussions sur la stratégie, sur la réponse, avec certains désaccords au sein de l'Union européenne. L'Allemagne, qui manifestement est une grande puissance exportatrice, plutôt favorable à une réponse mesurée pour ne pas entrer dans une escalade qui serait très coûteuse. La France est un peu plus dure. Je crois que l'Europe se prépare. Madame Lagarde a témoigné devant le Parlement et disait que des tarifs, des droits de douane de 25% impliquerait un choc négatif de croissance de 0,3 points de PIB, mais avec une réponse dure de l'Europe, ça pourrait être 0,5 points. C'est ça. Alors je pense que ces estimations sont assez conservatrices parce qu'il y a également un choc de confiance qui est très négatif. Donc le risque sur la croissance est clairement très significatif. Je pense que l'Europe a des leviers, mais entend utiliser ces leviers pour négocier. Et en l'occurrence, ces leviers, c'est d'abord les achats d'armement, parce que même si on veut construire une défense plus souveraine, plus autonome, plus indépendante, à court terme, on va devoir acheter américain. Il y a également l'énergie, avec le gaz liquéfié en particulier. On a également tout ce qui est digital. Le service. Les services digital, la banque. Mais bien sûr. Donc là, je pense que les États-Unis sont très excédentaires vis-à-vis de l'Europe. Hein. Voilà, là, on a des secteurs sur lesquels les Américains sont clairement très dominants, avec notamment au niveau des banques, une situation oligopolistique aux États-Unis qui leur confère des marges très importantes et qui leur permettent d'attaquer le marché américain. Européen, pardon. Donc là, il y a une possibilité de réponse. Et puis plus généralement, l'Europe peut également se repositionner dans le concert international, essayer de développer des relations commerciales avec d'autres pays. Là, on parle du Mercosur, on parle de la Suisse. Trump va accélérer ce mouvement de reprise. Alors, on a vu là aussi en Asie, spectaculaire, Chine, Japon, Corée, Australie sont prêts à réactiver effectivement des programmes de libre-échange, etc. Ça, c'est quelque chose qui va... Ça va être une réponse du monde face à Trump, ça ? Manifestement, une diversification des débouchés commerciaux. On sait que le marché américain est très important, mais il va falloir trouver des alternatives. Et donc, le risque pour les États-Unis, c'est quand même d'être moins dominant dans ce concert international et de laisser les autres développer des relations. Donc je pense que l'Europe a des armes à faire valoir, pourra négocier. Je crains que l'annonce de demain soit quand même assez douloureuse. Je pense qu'ils vont essayer de taper assez fort. Mais cela ouvrira encore une fois la voie à des négociations et donc les nouvelles ne seront pas bonnes, mais quand même on aura passé ce pic d'incertitude et on entrera dans une période de négociation. Ouais.
avec de possibles bonnes surprises à l'issue de ces négociations. Voilà. Sur le plan des banques centrales, qu'est-ce que tout ça peut impliquer? Alors, il y a évidemment la partie tarifaire, et puis, j'allais dire, il y a la course aussi de l'économie telle qu'on la mesure aujourd'hui. Sur l'économie américaine, effectivement, alors que le coup de balancier est quand même très, très violent, ne serait-ce que dans les enquêtes de sentiment, de morale. Je pense que beaucoup de gens sont pris à revers, effectivement, par la conduite de la politique par Trump depuis 70 jours maintenant. Est-ce que ça met en péril, effectivement, la réalité de l'économie américaine, Enguerrand? Voilà, la réalité de l'économie américaine, probablement. On a une économie américaine qui a été depuis 2 ans un petit peu stratosphérique, en tout cas en apesanteur, liée d'une part à la consommation, d'autre part à la dépense publique, faut pas l'oublier quand même. Là, cette année, la dépense publique, il ne faut pas trop anticiper ce que peut faire Musk. En réalité, je pense qu'en économie budgétaire, ce ne sera pas si fort que ça, mais l'impulsion budgétaire risque d'être marginalement négative. Et surtout, la consommation, elle, risque d'être affectée. On en a parlé des enquêtes de sentiment des consommateurs du Michigan, du Conference Board. C'est quand même très mal orienté, avec 2 craintes principales. Une crainte sur l'emploi, qui est très claire. On commence à voir quand même des chiffres d'emploi qui, à nouveau, se dégradent. On avait eu un petit soulagement sur novembre-décembre avec un petit peu d'amélioration du marché du travail, puis là on voit qu'on repart sur des tendances un peu plus mauvaises. On verra le rapport emploi vendredi. Et puis une deuxième inquiétude qui est très claire sur l'inflation. Et ça, donc moins d'emplois, plus d'inflation. C'est un peu ça le schéma auquel on se prépare. Oui, et en tout cas, alors presque plutôt que plus d'inflation, je parlerais plutôt simplement de prix plus élevés. Parce qu'en fait, je pense que le sujet, il est là. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qu'a voulu dire la Fed quand Jean Powell nous a dit, a repris ce terme de transitoire, alors, qui n'a pas vraiment porté chance à la Fed la dernière fois qu'ils l'ont utilisé, mais on comprend l'idée, et ce qui est assez logique, parce qu'en fait, une hausse de tarifs, presque assimilable à une hausse de taxes ou à une hausse de TVA, ça a un effet haussier directement sur les prix, en tout cas s'ils sont passés aux consommateurs, mais ça a priori pas d'effet d'entraînement puisque ça ne vient pas d'un déséquilibre offre-demande, c'est un changement de taxe. Simplement, donc c'est pas par nature normalement pas durable. Et le problème que l'on a en face, c'est qu'on a un consommateur dont le moral a énormément baissé, qui en termes de réserve d'épargne, mis à part le top décile de la population, a plus rien. Grosso modo, il y avait une enquête de la Fed de New York il y a 2 semaines. Parmi toutes les questions qui sont posées, il y a la question de savoir si les ménages sont capables de faire face demain à une dépense imprévue de $2 000. On est au plus bas niveau depuis le début de l'enquête. Donc en fait, il n'y a plus de réserve chez les ménages. Il y a une inquiétude sur l'emploi, donc sur les revenus du travail. Si à ça, on ajoute un choc haussier sur les prix, la mécanique, elle est simple. Ça va casser la demande, donc casser la croissance américaine, et ceci dit, par ricochet, casser aussi un peu le risque de spirale inflationniste, parce que si on a une hausse des prix et que ça casse la demande, généralement, c'est pas comme ça que se met en place une boucle inflationniste. Donc, je suis pas très inquiet sur la partie inflation, beaucoup plus sur la partie croissance, et en tout cas, dans ce qui est ressorti des derniers discours de la Fed, en tout cas de Jérôme Powell, je pense que c'est un peu l'inquiétude qu'a aussi la Fed. Et le marché reprice d'ailleurs un peu quelques baisses de taux là. Enfin on est un peu au-dessus de 3 d'ici la fin d'année. Donc on partait de 1 et quelques début d'année. Encore entre 1 et 2 et on est plutôt entre 2 et 3. D'accord. 3. Donc et potentiellement, alors qui est un chiffre à mon avis encore un peu entre deux, parce que soit tout se passera bien, on aura 2 baisses de taux, soit tout se passera pas bien du tout et on aura à mon avis plus que 3. Mais en tout cas on voit on se concentre beaucoup plus sur ce côté croissance que sur ce côté inflation. D'ailleurs, les publications du Michigan ou autres ne font plus du tout réagir les taux à la hausse. La composante prix payé de l'ISM n'a pas du tout fait réagir à la hausse. Il y a l'inquiétude, elle est sur la croissance, sur la consommation aujourd'hui. On verra, ce sera intéressant de voir le comportement des entreprises américaines dans les secteurs concernés par les tarifs. Je crois que c'est la Fed de Richmond qui demande aux entreprises qu'est-ce que vous faites si demain, effectivement, les prix entrants augmentent. Est-ce que vous répercutez un peu, beaucoup, pas du tout? Il y a quand même une bonne majorité d'entreprises qui disent moi je passe, j'essaye de tout passer, quoi. On est encore dans cette logique de se dire je vais essayer de tout passer comme on l'a fait pendant le premier choc inflationniste. Elles ont encore ce pouvoir de fixation des prix, les entreprises, là, aujourd'hui, ou pas?
Peut-être pas toutes. Les secteurs sont à discriminer et je dois dire qu'on voit en tout cas se creuser un certain nombre d'écarts dans les valorisations depuis maintenant un mois, où on tient compte du fait, je pense, que la possibilité de passer des hausses de prix ne sera pas uniforme en fonction des différents types de dépenses dont on parle pour les ménages. Après, je trouve qu'on est... encore une fois, très enclin à anticiper la 128e récession des États-Unis en 2025. Oui, la 128e récession annoncée depuis maintenant 2020, on parle depuis. Oui, mais je suis d'accord avec vous. On a encore un marché. Mais ça fait quand même très longtemps qu'il n'y a pas eu de récession aux États-Unis. Entendons-nous, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de respiration. Je dis simplement qu'on est en train là de constater simplement un ralentissement fort et puissant pour plein de raisons qui peuvent être et techniques de stockage et liées à ces élections et à cette perte de visibilité pour les agents économiques, qu'il s'agisse des ménages d'ailleurs ou des entreprises. Pas toutes les entreprises, on a des plans d'investissement qui sont quand même encore extrêmement massifs dans la tech, donc c'est pour dire que... mais même dans la tech, on n'est plus aussi... je veux dire, on contient les ambitions, quoi. Microsoft va faire ses 80 milliards de capex cette année, mais Microsoft nous dit, je ne ferai pas autant l'an prochain. Ce sera peut-être le pic. Oui, écoutez, c'est une bonne idée de s'exprimer comme ça. Ça nous permet à nous de nous renforcer un peu compte sur un qui me paraît revenu à des valeurs raisonnables. Donc c'est pas l'idée de dire simplement que je ne suis pas dans un scénario pour 2025 qui intègre une récession américaine, c'est-à-dire plus d'un trimestre de repli de l'activité économique. Je pense qu'il y a encore... On a peut-être perdu le put de Trump sur le marché, mais je crois qu'il y a encore Powell qui attend son heure pour, je pense, agir et communiquer au marché. On a un marché du travail qui, effectivement, c'est un petit peu rééquilibré. Enfin, on rêverait tous d'avoir les chiffres d'emploi qui sont connus aux États-Unis avec les statistiques de salaire qu'ils ont pu avoir depuis quelques années. Donc, il faut remettre les choses aussi un peu au milieu. L'Europe... en face de cela, est en train, économiquement en tout cas, de surprendre un peu favorablement. Ça peut continuer ? On peut l'espérer en tout cas. Cette idée-là que le monde réaccélère quand les États-Unis ralentissent, c'est une idée qui est valable encore Oui, puis vous savez, quand on rentre dans une économie de guerre, on commence à faire des plans d'investissement, etc. On a quand même le sentiment qu'arrive un effet multiplicateur dans l'économie qui va jouer favorablement, en tout cas, pour une économie qui était plutôt à l'arrêt. Ça redonne un peu de visibilité et de confiance s'il en manquait. Et puis, on a le sentiment aussi que d'autres zones commencent à contribuer favorablement. Je pense à l'Asie, à la Chine, par exemple, qui est plutôt dans une tendance de reprise. Ça fait maintenant 1 an du point de vue des marchés financiers. Ça fait, d'un point de vue de l'économie, un peu moins longtemps. Mais en tout cas, c'est devenu quelque chose qui contribue favorablement à la croissance économique mondiale. Et donc, je trouve qu'on est dans un contexte 2025 où, certes, on va pouvoir réviser peut-être un peu à la baisse la croissance mondiale en dessous de 3%. Mais on n'est pas dans un scénario, pour l'instant, d'un atterrissage brutal des économies développées et des économies émergentes en 2025. Ça tient, ce schéma, ce narratif, comme on dit, Vincent, d'un monde qui a décéléré pendant 2 ans quand les États-Unis, portés par cet exceptionnalisme, croissaient au-delà de leur potentiel. Et c'est vrai que 2025 était annoncé comme l'année d'une forme de rééquilibrage. On attendait déjà un ralentissement quand même de l'économie américaine. Est-ce qu'il peut être plus brutal et jusqu'où ? Et est-ce que l'idée d'une reprise cyclique du reste du monde reste valable ? Je crois qu'en effet, on assiste à la fin, ou en tout cas à la pause de l'exceptionnalisme américain. Ça oui, donc une forme de reconvergence. Par contre, l'économie mondiale a toujours besoin du moteur américain pour poursuivre sur son rythme de croisière. C'est vrai qu'on a une nouvelle un peu meilleure en zone euro et en Chine. Ce qui me semble particulièrement encourageant en zone euro, c'est notamment le cycle du crédit qui semble repartir, crédit bancaire en particulier, qui est plutôt un indicateur précurseur qui suggère une amélioration de la conjoncture. Ceci dit, voilà, on a une croissance qui reste faible en zone euro, et si on avait à subir un choc tarifaire commercial important, je pense que le choc de confiance serait quand même important. Donc oui, des nouvelles un peu meilleures, mais on a toujours besoin du moteur américain. Même chose en Chine, où on voit qu'effectivement la réponse politique est un peu plus forte, notamment vis-à-vis du consommateur, pour soutenir la consommation, vis-à-vis du secteur privé, et notamment du secteur de la tech, de l'innovation. Donc ça, c'est très encourageant.
Mais voilà, là par contre, si on regarde l'impulsion de crédit, elle reste très faible. La masse monétaire également, très déprimée. Ça, ce sont quand même des indices qui nous disent que la reprise en Chine, si elle s'opère, va être très modérée. Donc on a besoin du moteur américain. Pour l'instant, en termes de fonction de réaction des banques centrales, les marchés sont très clairs. Le marché intègre un ralentissement global, notamment américain, mais un ralentissement global, alors qu'il voit l'inflation comme étant transitoire, y compris sur le marché de l'inflation. Vous voyez aux États-Unis, par exemple, les points morts d'inflation court terme qui sont tendus, mais par contre, les points morts longs, qui avaient beaucoup monté à l'automne, donc c'était le fameux trade de Trump, depuis se stabilise, voire recule un peu. Donc les inquiétudes de moyen long terme sur l'inflation ne sont pas en train d'augmenter. Donc le marché conclut que ce serait un choc d'offres temporaire, transitoire. Et dans ce cadre-là, la Fed n'hésiterait pas à baisser ses taux. Et c'est pour ça que le marché commence à intégrer davantage de baisses des taux de la part de la Fed. Donc désormais 3 cette année. Et puis pour la BCE, la confiance augmente également, puisque le marché intègre maintenant plus de 2 baisses supplémentaires d'ici la fin de l'année. Donc la réaction du marché, la lecture du marché là-dessus est assez claire. Un choc commercial serait un choc d'offres impliquant une inflation temporaire et un choc négatif de croissance qui appellerait une réaction des banques centrales. Ouais. Le package allemand, combien il pèse dans cette histoire, Vincent? Alors, on a compris que les effets d'une relance par les infrastructures, par les dépenses militaires, ça prendra peut-être du temps pour se voir dans les chiffres, mais il y a eu quand même un effet signal déjà. Et puis l'Allemagne va travailler à son prochain budget. Il peut y avoir aussi peut-être un peu d'accommodation budgétaire supplémentaire pour, je sais pas, le consommateur allemand, par exemple. Ça compte beaucoup dans la résilience de l'Europe, puisque c'est un concept qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Oui, je disais que le choc commercial pouvait coûter 0,5 points de PIB, mais c'est vrai que ça peut être compensé par le tournant historique qu'on a en Allemagne sur la politique budgétaire. L'impact en 2025 pourrait être assez limité, probablement plus fort en 2026-2027, mais oui, on estime que pour l'Allemagne, qui représente environ un tiers de l'économie de la zone euro, ça peut représenter un surplus de croissance de l'ordre de 1,5 points en cumulé sur 2025, 2026, 2027, voire plus. Donc c'est quand même un facteur positif, un facteur de soutien. Mais voilà, je dirais que ça amortirait un peu un choc commercial violent, mais pour autant, ça nous maintiendrait dans un mode de croissance plutôt modéré, plutôt assez mou. Si on regarde les choses du point de vue des marchés, avec les enseignements du premier trimestre, Enguerrand, on a compris que beaucoup d'investisseurs, alors pour plein de raisons, il y avait Trump, mais avant Trump, il y avait déjà des valorisations élevées sur un marché américain très concentré autour de la performance des Mag 7. Et donc sans doute le besoin de dérisquer un peu les portefeuilles de la part des investisseurs globaux. Trump a sans doute été un accélérateur de tout ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bref, il y a eu quand même une recherche de diversification en dehors des États-Unis. Alors ça s'est vu dans les performances. Je crois qu'on a 17 points d'écart en dollars entre le S&P 500 et le Stoxx 600 sur un trimestre, ce qui est exceptionnel. La Chine a très bien fait également. Et puis il y a eu des flux. Il y a eu quand même un début de rotation de flux assez intense qui a accompagné ce mouvement-là. Dans quelle mesure est-ce que ces tendances-là peuvent se prolonger avec tout ce qu'on a dit autour? Il y a deux choses. Il y a le relatif et l'absolu. Ouais. Alors déjà sur les flux, en réalité, ça c'est un argument quand même plutôt en faveur notamment de l'Europe. C'est qu'il y a un petit peu de redémarrage des flux, mais enfin, quand on regarde ce qu'on a décollecté depuis 2021, il y a beaucoup de place. Et notamment, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que bien sûr, on peut se dire les Américains vont racheter un peu d'Europe, bon, peut-être. Mais surtout, les Européens pourraient racheter de l'Europe. La décollecte sur l'Europe, elle vient notamment des Européens ces dernières années. Qui ont acheté les US. Qui ont acheté les US et qui ont vendu l'Europe. Donc ça, cette rotation-là, je pense qu'elle peut se poursuivre. Après, évidemment, si on a un scénario vraiment adverse, que les marchés américains continuent de baisser fortement, le découplage qu'on a eu en début d'année, on ne l'aura pas. Ça, pour moi, il est terminé.
On peut avoir un peu de surperformance dans la baisse, ça j'y crois assez, notamment peut-être avec un dollar qui continuera en plus un peu à s'affaiblir sur un choc vraiment domestique américain. Ça me paraît très possible. En revanche, donc la surperformance, elle peut continuer. Après, vraiment le découpling, ça je n'y crois pas. Et la performance positive des actions européennes dans un contexte adverse où les actions américaines baisseraient, ça me semble un problème. Mais la surperformance peut continuer sur l'Europe, sans doute un peu sur la Chine également. Aussi parce que ça rejoint l'idée des flux, mais globalement, que ce soit les valorisations ou le positionnement, oui, on a recorrigé, mais on est toujours très très loin d'être à des niveaux où les marchés actions américains sont ne serait-ce que médians et où le positionnement s'est rééquilibré au niveau des investisseurs globaux entre États-Unis et le reste du monde. Et notamment en fait sur tous les investisseurs hors États-Unis, parce que c'est ce que je disais en Europe, c'est vrai aussi pour les investisseurs asiatiques, notamment, on avait un exemple récent en Corée, jamais les Coréens ont eu autant d'actions américaines en portefeuille, je pense que c'est à peu près vrai pour toutes les zones géographiques. Et donc, c'est déjà un mouvement de rapatriement de capitaux, quoi, d'une certaine manière. Oui, de rapatriement ou au moins de réorientation. Alors qu'un investisseur non américain a priori un petit peu moins d'affect à dire là, qu'il y a trop d'incertitudes aux États-Unis, on rapatrie un peu ailleurs. Donc là, je pense que la surperformance, elle peut continuer des autres zones par rapport aux États-Unis. Après, la direction des marchés, ça dépendra énormément à la fois des annonces de Trump et puis de ce qui se passera après, parce qu'il y a le 2 avril, mais il peut y avoir encore d'autres choses. Oui. On a eu un nouveau concept ces derniers jours, quels sont les tarifs secondaires comme menace à ceux qui importent des choses venant de pays qui ne sont pas liés avec les géopolitique donc, cette fois. Voilà, donc il peut se passer encore beaucoup de choses. Et puis après, il y aura les conséquences de tout ça. On a commencé à en parler sur l'économie américaine. Est-ce qu'on aura simplement un petit ralentissement, auquel cas c'est pas forcément très grave, ou est-ce qu'on aura quelque chose de plus sérieux, auquel cas, même si à la limite on n'a pas quelque chose de vraiment très méchant sur la croissance, compte tenu des valorisations qu'on a encore aujourd'hui, il y a de la place pour du de-rating encore supplémentaire. J'entends. Bon, est-ce qu'on peut poursuivre sur la lignée du premier trimestre? François ? Sur les marchés, j'ai deux zones qui me paraissent intéressantes, ou deux constats. On se creusait un peu la tête en fin d'année dernière pour garder des actions américaines avec les niveaux de valorisation qu'on avait atteints. Et on avait un peu d'ETF en portefeuille pour avoir un peu de gestion passive. C'est quelque chose qui est beaucoup regardé aujourd'hui par les clients quand ils regardent les frais de la gestion. Voilà. On a utilisé un instrument qui est équipondéré, le S&P 500 équipondéré. On a été impressionné de l'écart de performance que cet instrument la résilience que ça apportait dans un portefeuille US. Quasiment 10 points d'écart. Alors, c'est intéressant parce que ça montre bien que la correction s'est faite par les excès. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est que c'est pas les Max Evans sont à moins 20, quoi. C'est vraiment un marché qui appure une situation qui était, à mon sens, d'exception. Pour la petite histoire, on a fait le chemin inverse il y a quelques jours, donc c'est juste pour dire qu'on est revenu sur le S&P et sur les investissements. Déjà un point d'entrée. On considère que c'est normalisé, et donc pour nous, on reprend le TF normal et on encaisse ces 10 points d'écart avec plutôt de la satisfaction. Le deuxième point, c'est que quand on regarde côté européen, la disparité de performance, elle est incroyable. On a dans notre maison historiquement une gestion plutôt dividend value qui caracole avec des performances à 2 chiffres et au-dessus, et des gérants qui sourient tous les matins quand ils arrivent au travail. Merci les banques. Merci les banques, merci l'énergie, on a des choses qui fonctionnent pas mal. L'autre point, c'est qu'on a des gérants croissance, des vrais, qui cherchent vraiment des entreprises capables de générer de la croissance à 2 chiffres, de bénéfices et de chiffre d'affaires chaque année, indépendamment du cycle. Et là, on a un marché européen qui sanctionne de manière incroyable, peut-être la hausse des taux que nous avons connue avec la marge d'escalier liée aux annonces allemandes, mais globalement, on a vraiment, pour moi, quelque chose qui vient d'effacer plusieurs années de c'est les ASML, les Novo Nordisk, etc., qui étaient des darlings il y a encore 6-9 mois. Exactement, et se pose la question de revenir gentiment sur des valeurs comme ça, et en l'occurrence, j'avais un comité d'investissement ce matin, et plutôt que d'aller renforcer aveuglément des indices pour remettre nos allocations à l'écart de ce que l'on souhaitait, eh bien, on est allé chercher des fonds de croissance. Et donc, on a fait un investissement par style pour simplement montrer que on trouvait que les valorisations
en multiples sont toujours élevés. Le PER des valeurs de croissance restera élevé. Mais si on le corrige de la croissance embarquée et de la visibilité, c'est pas toujours des niveaux qui sont soutenables. Alors, je parlais de Microsoft aux États-Unis, mais on a de très très belles valeurs européennes qui ont corrigé alors qu'elles sont sur des tendances de fond extrêmement porteuses. Et même si les multiples restent élevés, je pense que c'est des points qui peuvent être intéressants à regarder. Novo, ça a dû perdre 50% effectivement par rapport au pic de l'été. Et c'est ça, avec des perspectives alors, qui ont peut-être évolué, mais à la marge. Les perspectives de croissance de bénéfices chez Novo, elles ont peut-être été un peu réajustées à la baisse, mais elles n'ont pas fondamentalement changé non plus. Il y a toujours 1,2 milliard d'obèses qui vont avoir besoin de molécules pour se traiter en fin de vie. Vincent, stratégie d'investissement pour entamer ce nouveau trimestre avec, encore une fois, les enseignements du premier trimestre derrière nous. Alors, dans la correction récente, on n'a pas non plus vu de panique, même si on a vu un assainissement très clair du positionnement des investisseurs et des valorisations. Mais on commence à voir quand même là qu'on est rentré, si on regarde les corrélations actions-obligations, on a une corrélation négative entre les prix des obligations et des actions qui nous dit quand même qu'on est clairement rentré dans un mode risk-off, risk-on. Donc le marché traite beaucoup sur les questions de confiance. Nous, on a tendance à penser qu'effectivement, demain, c'est un pic d'incertitude et que le repli des actions représentera une opportunité d'achat, avec toujours à court terme une préférence pour l'Europe vis-à-vis des États-Unis. Mais c'est vrai qu'on est inquiet parce que notre hypothèse centrale, selon laquelle Trump ne peut pas taper trop fort sur les chocs d'offres négatifs, cette hypothèse est quand même mise en question. À l'épreuve. Voilà. Sur l'obligataire, les rendements américains reculent. Ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt bien vu. Je pense qu'il y a encore un peu de place à la baisse, en tout cas tant que les inquiétudes sur la croissance subsistent. Au-delà, je pense qu'un autre thème plus tard cette année, mais ça va venir assez vite, ce sera la politique budgétaire américaine. Bien sûr. Et notamment ces baisses d'impôts qui aujourd'hui ne sont pas financées. Malgré tout ce qu'on entend sur Doge et les baisses de dépenses, la réalité est que pour l'instant, le succès de cette opération est quand même très mitigé et que les baisses d'impôts ne sont pas financées et elles ne seront pas financées par les tarifs douaniers. Donc des inquiétudes quand même à moyen terme sur la trajectoire du déficit et de la dette américaine qui vont quand même limiter, qui vont limiter la baisse des rendements. Je pense que pour l'instant, ce qui domine, c'est les inquiétudes sur la croissance et qu'il y a encore un peu de place à la baisse. Mais cette trajectoire budgétaire et de la dette va limiter, va mettre un plancher sur ces prime de risque qui s'installe quand même sur ce sujet-là, avec une majorité très fine, on le rappelle, pour les Républicains à la Chambre des représentants et 2 sièges de représentants d'ailleurs qui sont en jeu aujourd'hui en Floride. Et ce sont des élections importantes, effectivement, pour la suite et notamment les questions fiscales et budgétaires. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous dans Planète Marché ce soir. Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de General Investments. François Chollet, président de Montségur Finance. Et Enguerrand Artas, stratégiste macro à la Financière de l'Échiquier. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des obligations convertibles. Nous en parlons avec un spécialiste, gérant et responsable de la gestion convertible chez Lombard Odier IM. À mes côtés en plateau, Arnaud Gernat. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver pour parler de cette classe d'actifs. Alors, qui fait le pont entre deux univers. C'est toujours comme ça qu'on raconte un peu l'histoire des obligations convertibles. Exact. Vous présentez ça comme un produit qui permet à la fois d'avoir une sécurité ou une forme de sécurité obligataire, tout en ayant un petit kicker et une option, une optionnalité, une exposition à la partie action également d'un émetteur. Exact, et je trouve que ça fait toute sa place dans l'incertitude qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. J'ai vu vos intervenants qui viennent de sortir. Il y a une nuance d'inquiétude. Il y en a qui sont un peu moins inquiets que d'autres, mais globalement, tout le monde est un peu prudent. Je crois qu'il faut simplement admettre qu'on ne sait pas, des fois. Ouais. Et les options convertibles, les obligations convertibles, les options de manière générale, aident à naviguer en fait cette période d'incertitude. Alors, avant de parler de l'intérêt des convertibles en 2025 dans le monde de Trump 2.0, un mot quand même de ce que cette classe d'actifs a rapporté en 2024. Enfin, le comportement de la classe d'actifs convertibles sur une année comme 24 ou 23-24, si vous voulez prendre les 2 années ensemble, ou depuis 22, ce qui vous intéresse en termes de séquence, Arnaud. Mais comment s'est comportée cette classe d'actifs par rapport au reste des grandes classes d'actifs ?
Alors justement, c'est intéressant. Les obligations convertibles, en fait, ça marche déjà pour commencer au niveau performance. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. En fait, sur 20 ans, ok, on va commencer sur le terme. Longue période. Ça rapporte à peu près 50% de la performance des actions globales, avec un tiers de la volatilité. La volatilité, c'est une mesure du risque, ok, donc avec beaucoup moins de risque que le marché action. Maintenant, si on regarde sur l'année dernière qui s'est écoulée, donc il y a jusqu'à une semaine, sur un an, c'est 8,5%. Ce qui veut dire que ça a permis, donc notre fonds a fait 8,5%, ce qui a permis en fait d'avoir une performance qui est supérieure à celle du marché action et aussi des stratégies obligataires qui ont fait entre 4,5 et 7 en fonction du risque obligataire. Ouais. La Chine, on a un fonds aussi asiatique, donc vous avez les obligations convertibles globales, mais j'entendais vos interlocuteurs avant qui parlaient aussi de la Chine. La Chine, notre fonds a fait un peu moins de 16% de performance sur un an, c'est-à-dire plus que le marché action, donc MSCI Asia, et 2 fois plus que les stratégies obligataires sur cette région. Donc ça marche, et avec beaucoup moins de volatilité et de prise de risque. Pourquoi ? Alors en fait, c'est intéressant parce que le marché asiatique en particulier, l'année dernière, a beaucoup grossi. On a vu énormément d'émetteurs comme Alibaba, JD.com, qui sont venus sur le marché avec des tailles importantes. Et si vous regardez en fait la performance de ces émetteurs, qui sont un peu l'équivalent des 7 magnifiques en Asie. Qui sont complètement l'équivalent. Alors, on les a. Oui, bien sûr. Au moins en taille. En taille, exactement. Et les obligations convertibles en ont beaucoup. On a eu une très très belle performance de ces noms. Bon, encore une fois, la Chine, ça fait quelques mois qu'on a vu une politique qui est beaucoup plus en support de l'économie, du consommateur. Mais on sait que ça ne va pas forcément être une ligne droite. Il y a toujours des risques géopolitiques, les tarifs demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Les convertibles, les obligations convertibles vous permettent justement de passer ces périodes d'incertitude. Ouais. Comment ? C'est-à-dire, dans les caractéristiques des convertibles, qu'est-ce qui fait que c'est un produit intéressant dans un moment où les modèles des économistes nous montrent des niveaux d'incertitude jamais atteints ? Pourquoi c'est une classe d'actifs qui réagit bien dans ce genre de période, Arnaud ? Alors, 2 choses. De manière générale, c'est ce que vous avez dit au départ. En fait, c'est un produit qui est une obligation, d'où le nom. Donc, ça vous donne la certitude des coupons et des remboursements. Mais ça contient aussi une option de conversion, donc qui vous permet de transformer votre obligation en action. Et donc ça vous donne en fait la participation à la hausse tout en ayant une protection à la baisse. Et donc par définition, dans les moments d'incertitude, ça aide en fait d'avoir ce profil qui est un peu asymétrique à la hausse et à la baisse. Et puis on a des choses qui sont un peu plus thématiques aujourd'hui, tactiques je dirais aussi. Donc aujourd'hui on est payé, les obligations convertibles vous paient pour être exposé sur le marché action. Et donc il y a une valorisation qui a beaucoup baissé. C'est les taux, ça. C'est le rendement positif, le rendement réel positif. Exact. Retrouvé, enfin. Exactement. Ça faisait longtemps qu'on l'avait perdu. Sûr. Et donc ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, vous êtes payé pour attendre. Ouais. Et vous êtes payé pour être exposé et en même temps être protégé. Donc ça, c'est un premier point. 2 aussi, naturellement, les obligations convertibles vous donnent de la diversification. Donc, on n'a pas les mêmes émetteurs que dans les stratégies obligataires. Vous avez des biais, vous avez peut-être un peu plus d'Asie, vous avez plus, par exemple, de producteurs d'électricité qui ont très bien marché depuis le début de l'année, comme j'ai entendu dans l'émission. Bien sûr. Et donc, on a des expositions qui sont différentes et sur des thèmes aujourd'hui qui sont des thèmes de croissance en particulier, qui sont intéressants. Encore une fois, c'est vrai que les valeurs de croissance, c'est un peu un point d'interrogation. Ce qui a bien marché, c'est les value dernièrement. Mais on est peut-être arrivé à des points de valorisation qui sont intéressants. Ouais. Et les obligations convertibles... C'est une bonne manière de revenir sur des valeurs de croissance, par exemple. Exact. Et ils ont traditionnellement d'exposition sur des valeurs de croissance. C'est normal. Et en plus lié à l'innovation. Simplement, ça permet d'aider à financer en fait les différents paliers de développement. Ouais. Donc c'est normal qu'on en retrouve beaucoup. Et aujourd'hui, on a eu un marché, je dirais, primaire qui a été particulièrement important ces dernières années. L'année dernière, c'est 120 milliards de nouvelles émissions, pour donner un chiffre. C'est une grosse année ? On ne se rend pas bien compte, c'est un marché dont on parle. C'est une bonne année, mais il y a eu 160 milliards par an entre 2020 et 2021. D'accord. Le marché des obligations convertibles, c'est 400 milliards d'euros. D'accord. Pour donner une taille. 120 milliards de primaires, c'est important. En proportion, c'est important, bien sûr. C'est pas négligeable. Et en fait, je dirais ce marché primaire est important parce qu'il permet en fait c'est toujours été une source de performance, je dirais, d'en avoir. Et ça permet de renouveler les expositions sur des nouveaux thèmes. Et on voit effectivement beaucoup d'expositions sur les valeurs de croissance aujourd'hui, en particulier sur l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies.
hein. Alors c'est vrai que les crypto-monnaies, ça ne fait pas forcément l'unanimité, mais aujourd'hui, l'univers vous fournit en fait une capacité d'exposition, aussi bien sur des valeurs qui sont peuvent être assez volatiles comme MicroStrategy, qui vous permettent d'investir levier sur le Bitcoin. Donc celui qui a mis toute sa trésorerie en Bitcoin, c'est ça, MicroStrategy, d'accord. Ok. x2. Donc si on n'a pas envie forcément d'être direct actionnaire de MicroStrategy, il y a la convertible qui permet quand même à la fois de mesurer le risque, de le maîtriser et de profiter en partie du rendement, du risk-reward que MicroStrategy peut offrir. Et vous sentez bien qu'on est... après, c'est discutable, mais nous, on pense qu'on est peut-être à un point d'inflexion sur ces crypto-monnaies. Donc, c'est intéressant. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous avez d'autres expositions. Coinbase, c'est une des plus grosses plateformes d'échange aujourd'hui. Et on a une convertible Coinbase. Et ça, c'est des nouveaux thèmes dans l'univers. Alors, ces nouveaux thèmes qui ont commencé, je dirais, il y a un an et demi, et qui ont progressivement monté en termes d'exposition. Et vous savez, les valeurs de croissance, il ne faut pas en avoir peur via les converts. Justement parce que chaque année, je vais vous donner des exemples, ça a été une source de performance. Tesla, ça marche moins bien en ce moment, mais en 2019, convertible Tesla, ça valait 100. En 2020, ça valait jusqu'à 1200. Ça fait x12, la convertible. Rheinmetall, la société de... Tiré par l'envolée de l'action, c'est ça Exact, c'est ça. Tiré par l'envolée de l'action. Rheinmetall, l'année dernière, valait 100. Aujourd'hui, ça vaut 450. Bien Donc sûr. les convertibles, ça profite bien de la hausse quand ça marche. Surtout sur les valeurs de croissance où on atteint ce point d'inflexion. Donc dans les thèmes là un peu tactiques, donc électrification, ça c'est un bon thème aujourd'hui pour un gérant convertible, Arnaud. Alors on l'aime beaucoup, l'électrification. Donc donner deux chiffres. On anticipe 4% d'augmentation de la demande d'électricité sur les 5 prochaines années, contre 1,5%, je dirais, sur les 20 dernières années annuellement. Donc augmentation très forte, l'électrification, les véhicules électriques, les data centers et les convertibles. On a à peu près 15 à 20% d'exposition sur ce thème-là. Donc c'est un gros thème sur les obligations convertibles. On y croit et c'est pas seulement les producteurs d'électricité, c'est aussi tous les fournisseurs de solutions, les Schneider, les Prysmian, qui pour nous, sont des expositions intéressantes et qui vont être en ligne avec le développement de cette tendance. Bon, crypto, l'Asie aussi, si on raisonne en termes géographiques, vous dites l'Asie, c'est devenu un gros marché pour les convertibles aujourd'hui. C'est 25% de notre exposition. Donc, c'est une zone importante et c'est une zone qu'on considère toujours comme dynamique. Ça a des problèmes géopolitiques et des problèmes économiques, mais encore une fois, ça ne sera pas une ligne droite. Mais les convertibles vous permettent justement d'être exposés de manière plus sereine. Le thème M&A, c'est un thème important pour l'univers convertible. Si on a cette optionnalité action, le M&A peut faire s'envoler le cours d'une action. Effectivement, on a des clauses dans les obligations convertibles qui alignent l'intérêt des porteurs d'obligations avec celui des actionnaires. Et des fois, d'ailleurs, on a des clauses qui sont encore plus intéressantes. Donc, en cas d'offre, les obligations convertibles vont en bénéficier, et même des fois plus que l'actionnaire. Mais on anticipe d'ailleurs une bonne année en M&A. Le début était dur. Oui, le premier trimestre, visiblement, n'a pas été aussi prolifique que ce qu'on pouvait imaginer sous Trump. Exact. Mais si on baisse l'incertitude... Il reste 3 trimestres. Voilà, il reste 3 trimestres. Les sociétés ont beaucoup de cash, beaucoup de liquidités. Et surtout, les obligations convertibles, l'univers contient énormément de petites et moyennes entreprises. Ce sont celles qui vont être exposées sur le thème M&A. La qualité du gisement convertible, comment est-ce qu'il évolue là, sur longue période? On gagne en qualité, il y a de nouveaux émetteurs qui arrivent, vous citiez des thèmes crypto qui n'existaient pas il y a quelques années. On garde quand même la qualité? Oui. Alors, ou est-ce que ça dégrade un peu la qualité du gisement? Non, au contraire. La qualité s'est largement améliorée. Alors, évidemment, j'ai donné comme exemple crypto-monnaie qui est un peu peut-être l'extrême. Mais globalement, je dirais que l'univers a largement augmenté en qualité depuis 2021. On avait beaucoup de valeurs de croissance non profitables, donc qui ont été très sensibles à la hausse des taux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a vraiment des émetteurs de qualité, globalement, qui permettent vraiment de profiter de la croissance. Une dernière question, Arnaud. L'intérêt pour un émetteur, quand il fait un choix de financement via le marché, via les marchés de capitaux, qu'est-ce qu'il fait basculer sur une convertible? Qu'est-ce qu'il se dit? Je peux émettre des actions, je peux émettre de la dette traditionnelle, et j'ai le choix de la convertible. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, déjà,
On va commencer par le plus évident, la différence de coût entre émettre une obligation à taux fixe et émettre une obligation convertible. Aujourd'hui, en fonction des régions, c'est 3 à 4,5% de différence globalement, je dirais, et en fonction des qualités de crédit. Plus vous avez une qualité de crédit qui est plutôt high yield, plus vous avez une différence qui est importante. D'accord. Donc plus vous y gagnez, quoi. Voilà. Ok. Vous avez aussi, je dirais, la capacité de pouvoir et d'être intéressé par la dilution. Les sociétés de croissance plus petites sont peut-être moins focalisées sur la dilution que les grosses sociétés aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on va avoir plutôt ce type de société. Et rien de mal, on en est très content. Voilà, donc c'est plutôt c'est ce qui importe. Et de diversifier de manière générale les sources de financement. On l'a vu en 2020, c'est important d'avoir des sources de financement différentes. Voilà. Est-ce que la clientèle pour les convertibles évolue, s'élargit également, Arnaud ? Oui, alors ces dernières années, on a vu une évolution assez forte en fait. Donc l'émergence de hedge funds. Donc ce qu'on avait connu dans le début des années 2000 et après qui a disparu après la crise. Donc ça représente entre 60 et 70% maintenant des investisseurs. Et ça fait surtout partie, en général, d'un investissement plus large. En fait, crédit ou arbitrage de structures, de capitaux, de choses comme ça. Les stratégies directionnelles représentent toujours entre 30 et 40% en fait, du gisement. Et on pense que c'est fait pour durer. Merci beaucoup Arnaud. Merci d'être venu nous parler de cet univers passionnant des convertibles. Trop peu médiatisé peut-être, j'avoue, je bats ma culpe, mais on en parle régulièrement avec vous depuis plusieurs années. Arnaud Gernat, responsable de la gestion convertible chez Lombard-Odier IM, avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.